Séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce 17 décembre 2025 à 19 heures au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Éric Rémillard, Maxime Roberge et Patrick Tanguay, sous la présidence du maire Monsieur Gino Pouliot. Sont également présents moi-même, Magali Lavigne, directrice générale et secrétaire de séance, ainsi que Monsieur Nicolas Bourgoin, directeur des travaux publics. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance extraordinaire du 17 décembre 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 heures. Merci beaucoup. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les gens qui sont ici ce soir, qui assistent à cette rencontre extraordinaire-là. Je vais saluer également les gens qui nous écoutent en direct via le Zoom. J'aimerais vous informer qu'il est possible qu'on perde le contact parce qu'on a essayé de se connecter ça fait une demi-heure et on a réussi à la dernière minute là, de pouvoir vous permettre de joindre à nous, mais si on vous perd, c'est rediffusé à la télé d'ici. Donc, je salue les gens qui nous écoutent également via la télé d'ici. Ce soir, c'est quand même une séance importante, c'est la présentation du budget et du plan d'immobilisation. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour ci-après, qui était contenu dans l'avis de convocation et qui renonce à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Oui. M. Patrick Tanguay propose d'adopter l'ordre du jour tel que de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025 tel que déposé, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Nous allons présentement présenter là, le budget pour adoption. Donc, nous sommes rendus pour l'ordre du jour du budget. Donc, on va vous présenter le contexte. On va faire une mise en contexte. L'état des lieux également. Donc, les grandes priorités. Des priorités qu'on parle depuis 2-3 ans. Donc, ça va être un rappel. Le compte de taxe 2026. Le budget global pour 2026. Nos revenus, nos dépenses. Le plan d'immobilisation dans un second temps au point 5. Et le divers. Donc, je vais passer la parole à M. Roberge pour nous introduire la présentation. Merci, M. le maire. Donc, une petite introduction à la présentation de notre budget. La préparation du budget 2026 s'inscrit dans la continuité de notre approche rigoureuse et proactive de gestion municipale. Grâce à une bonne planification et à des affectations judicieuses, nous avons pu éviter une hausse trop importante des taxes tout en répondant aux besoins essentiels de notre communauté. Au cours de l'année, nous avons complété des études détaillées pour obtenir un inventaire précis et une compréhension claire des défis qui se présentent à Château-Richer. Cette démarche nous permet de prioriser les projets de façon éclairée et de guider le développement stratégique de notre ville vers un avenir plus solide et durable. Nous sommes également fiers de constater que notre flotte de véhicules retrouve un second souffle et que les équipes municipales, avec leur résilience et leur engagement, continuent de gérer efficacement des contraintes croissantes tout en restant attentives aux besoins de nos citoyens. Enfin, le contexte environnemental demeure un impératif majeur. La conformité aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en matière d'assainissement des eaux usées reste bien sûr une priorité, avec des interventions ciblées pour protéger notre fleuve et la santé publique. Nous avons également dû intervenir de manière proactive sur le mur de soutènement de la rue de l'Église, un enjeu majeur de sécurité publique qui exigeait des ressources importantes. En somme, ce budget reflète notre capacité à avancer avec diligence, à sécuriser nos infrastructures et à préparer Château-Richer pour les défis et opportunités à venir. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter le taux d'augmentation immédiatement pour garder votre attention pour le reste de la séance du Conseil. Donc, pour la présentation. Donc, comme vous voyez, la taxe foncière, ça ne bouge pas trop. C'était l'enjeu. La taxe foncière ne bougera pas. Donc, la taxe résiduelle de vos maisons, là, elle demeure la même, qui est à 0,56 sous par tranche de 100 $. Mais par contre, l'enjeu qu'on a eu cette année dans le budget, c'est vraiment au niveau des services, au niveau des services pour les matières résiduelles et aussi là, au niveau de la RAE. Au niveau des eaux usées. Donc, il y a une augmentation à ces deux niveaux-là, c'est ce qu'on va vous présenter dans le document. Donc, l'augmentation qui est prévue pour 2026, c'est à 2,17 comme on vous le présente. Au niveau de l'inflation, au niveau du Canada, en octobre, l'inflation était à 2,2, puis au niveau de l'IPC du Québec, celle à qui on se réfère de façon normale, régulière, là, pour le mois de septembre 2025, les données qu'on avait, c'était 3,3 %. Donc, on est en dessous là, de l'IPC au niveau du Québec. Sans plus tarder, nous allons regarder ensemble les enjeux.
Donc, l'état des lieux. Donc, au niveau des infrastructures, on vous rappelle en réalité là, que notre travail a été vraiment axé sur à quantifier le fardeau fiscal, à identifier les marges de manœuvre qu'on a. Donc, c'est d'évaluer l'état des infrastructures et de la flotte municipale. Donc, pour déterminer les urgences en termes de remplacement et de mise à niveau. On a identifié aussi des exigences et obligations ministérielles pour assurer la conformité, entre autres, des bâtiments. Parce qu'on sait qu'on travaille présentement sur nos bâtiments, le garage municipal, la caserne des pompiers, sur aussi un nouvel hôtel de ville. Donc, on a des normes à respecter ministérielles, donc on doit composer avec ça. Au niveau de la planification stratégique et budgétaire, on a priorisé les investissements qui sont essentiels. Donc, notamment pour les infrastructures critiques et les équipements qui sont vieillissants. Comme vous le savez, on a commencé, puis on va le voir un petit peu plus loin, à remplacer nos véhicules. On va continuer dans le présent budget. On va mettre en place aussi une réserve financière pour renforcer la résilience budgétaire. Là, donc, c'est ce qu'il fallait faire, on a commencé à le faire également. Moderniser, innover, au niveau de l'innovation. Donc, sur le renouvellement de la flotte municipale, incluant les solutions en intégrant aussi des solutions modernes et durables comme les véhicules électriques, le numérique au niveau de l'hôtel de ville. Donc, investir dans les infrastructures pérennes et éco-responsables. Donc, la digitalisation du processus administratif pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts à long terme. Donc, c'est ce qui est en cours présentement au niveau là, informatique pour notre équipe là, d'école blanc. Donc, au niveau de l'engagement communautaire et la transparence, c'est sûr qu'à ce moment-ci, nous allons continuer à communiquer avec les citoyens sur l'état des finances et les mesures à venir pour renforcer l'adhésion des gens. On veut construire sur une base solide pour l'avenir, donc nous privilégions une vision à long terme et les objectifs qui sont mesurables pour assurer la pérennité en réalité de la ville. Donc, nous allons continuer à miser sur la formation des employés municipaux, puis améliorer la technologie, la gestion au niveau des méthodes de gestion. Nous allons aussi continuer à évaluer régulièrement là, les progrès et ajuster les stratégies en fonction là, des résultats là, que nous allons avoir. Donc, on veut un positionnement qui est clair, qu'on va identifier et agir dans les secteurs qui vont être prioritaires durant tout le temps du budget. Puis, on regarde ce budget-là, mais on regarde aussi les autres budgets qui sont à venir. Donc, pour l'année 27-28 qui s'en vient. Donc, on a regardé ce budget-là en tenant compte de l'impact que ça va avoir. Donc, en appliquant ces étapes, la Ville veut rétablir sur une base stable ce que nous avons débuté depuis 4 ans, donc moderniser ses services et préparer un avenir durable. Ce plan inclut un positionnement clair qui ancre la Ville dans une stratégie de développement cohérent et tournée vers l'avenir. Donc, pour y parvenir, c'est sûr que ce travail-là, c'est un travail qui est fait ensemble avec toute l'équipe administrative, l'équipe politique. Donc, on travaille ensemble en collaboration, de la concertation mutuelle entre les deux équipes. Donc, la collaboration entre les politiques et l'administratif est actuelle. Elle implique une synergie où les deux entités travaillent en parfaite complémentarité. Le politique et l'administratif partagent une vision commune, s'alimentent mutuellement et co-créent des solutions pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, ensemble, ils forment un partenariat harmonieux aligné sur les valeurs et le service public et sur la concertation et la confiance sont au cœur, en réalité, de chacune de nos décisions. D'ailleurs, dès l'arrivée de la nouvelle équipe, on a eu une rencontre avec Mme Lavigne, puis on a fait état de toute la situation, de tous les dossiers qui étaient en cours. Donc, c'est une démonstration, en réalité, là, qu'on travaille en collaboration ensemble, puis qu'on s'assure d'avoir la même information pour être capable d'avancer. Pour la reconfiguration à l'interne, là, présentement, on a regardé pour ajouter une agente de bureau. Donc, on a une personne qui travaille à temps plein. Et on a des besoins additionnels. Donc, on a Mme Lucie Gagnon qui part à la retraite, qui était là depuis 42 ans. Donc, c'est les heures. Elle est allée aux archives, mais on a besoin au niveau de l'accueil de personnes là, pour s'occuper de tout le classement ou de faire des suivis dans les dossiers. On a un besoin de secrétariat également, donc on va ajouter les heures à cet endroit-là, la place. Puis les gens aussi ont droit à des congés, donc on a des heures de remplacement, les vacances, ces choses-là. Donc, on veut s'assurer d'avoir
une pérennité puis un bon suivi là, au niveau de la réception, pour avoir des gens qui sont à l'aise et qui connaissent bien le fonctionnement municipal. Au niveau des communications, on va ajouter un poste également là, pour faire les suivis là, avec les différents dossiers que nous traitons et nous gérons à l'interne. Et depuis un an et demi, nous avons évalué là, avec des gens des services au niveau du public, l'École bleue, le besoin d'un deuxième mécanicien au garage. Parce qu'on a une personne. Cette personne-là ne sera pas éternelle non plus, va éventuellement partir à la retraite. Donc, ça nous prend quelqu'un aussi qui va aider parce qu'on a quand même plusieurs camions, plusieurs voitures. On a une trentaine de voitures là, qu'on a à entretenir, plus la petite mini-mécanique. Donc, ça demande beaucoup d'heures. On a fait appel à l'extérieur, mais idéalement, c'est d'avoir des gens à l'interne. Donc, c'est ce qu'on a fait présentement. Au niveau de la taxation, bien, on vous avait fait un historique là, l'année passée, puis on l'avait fait à partir de 2021. Fait qu'on a vu on voit qu'il y a des fluctuations au niveau là, de la taxation, puis il y a eu beaucoup d'années où il était à 0%. On s'est rendu compte, c'est sûr qu'avec les 4 dernières années qu'on avait passées, là, que c'était pas l'idéal de jouer avec, mettre des années avec 0% d'augmentation. Puis on s'est rendu compte l'année passée que le taux moyen était aux alentours de 3,23% à peu près d'augmentation en moyenne si on avait regardé et on avait tenu une ligne. Donc cette année, avec l'augmentation que nous on fait à 2,17, bien, ça nous amène en réalité une moyenne de 2,3 par année à peu près d'augmentation là, qui a été faite depuis 2001. Donc on va essayer de regarder pour avoir une tendance, pour avoir une gestion qui va être plus saine et plus équilibrée pour éviter d'avoir des soubresauts en dents de scie en réalité au niveau de la population. C'était une des préoccupations que les gens avaient aussi, là, de faire attention de ne pas avoir des augmentations comme on a eu dans les 4 dernières années. C'est sûr qu'on a eu, il y a eu plein de situations au niveau économique qui expliquent la situation, mais en bout de ligne, on veut éviter ce genre d'augmentation-là qui était quand même assez important. Au niveau des priorités, mais comme vous le savez, le plan d'intervention, il est là pour les 5 prochaines années. Le dernier avait été fait en 2016. Il y a eu la pandémie, fait que c'est ça, ça peut avoir retardé des choses. Il y avait des travaux qui n'avaient pas été faits à cause de ça. Mais là, nous, on a refait le plan d'intervention avec la même équipe qui l'avait fait en 2016. Et on devrait recevoir le plan d'intervention là, dans les semaines qui s'en viennent, début janvier, si je ne me trompe pas. Hein? C'est après ça? Oui, on a eu les priorités pour 26-27 et le plan global final pour les 5 années en début janvier. C'est ça. Donc, c'est le plan d'intervention, là, on va pouvoir le partager une fois qu'on l'aura reçu. Et ça prévoit tous les travaux qui sont à venir dans les 5 prochaines années. C'est le document de référence aussi avec lequel on va se servir quand on fait nos demandes au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les travaux. Fait que tout va découler du plan d'intervention qui est fait présentement. Donc, comme vous savez aussi, au cours de l'année passée, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites parce que c'est des impératifs. Donc, on doit estimer les travaux, on doit faire toutes les analyses qui sont demandées par le ministère. Donc, chaque programme de subvention demande qu'on ait des études ou des évaluations qui soient faites, plus pointues pour certaines, moins pour d'autres, mais il faut les faire, ces évaluations-là. Donc, on n'a pas le choix. Donc, ça fait partie du processus, puis des priorités, puis des investissements qu'on a à faire. Et au niveau de pour concrétiser mais réaliser, donc on doit aller aussi avec les appels d'offres et la mise en œuvre des travaux qui vont suivre par la suite. Donc on voit que pour les années qui s'en viennent, bien, on va avoir des travaux réalisés parce que l'année passée, dans le dernier plan d'immobilisation, on avait beaucoup d'études qui avaient été à faire, on les a faites. Donc nos dossiers sont montés, on est prêt, on attend seulement les programmes d'immobilisation. Les programmes de subvention, je veux dire, tout à l'heure, on va voir le programme d'immobilisation. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire, mais on est toujours dépendant là, des subventions qui sont à venir en réalité. Donc, les choses vont se faire selon les subventions qui vont être disponibles pour la concrétisation des dossiers. Donc, au niveau de nos grandes priorités, mais c'est sûr qu'on a le mur de soutènement. On en a parlé amplement. On a même fait une présentation spécifique par rapport à cette grande priorité-là, parce qu'il y avait beaucoup de désinformations qui avaient circulé et ça avait induit les gens en erreur. Là, on a réussi à déposer en réalité là, une demande au PAVEL pour les subventions. On ne pensait pas en avoir au début, fait qu'on a réussi à s'inscrire dans ce programme-là. On devrait avoir un retour de cette demande-là en janvier. Et puis, là, au moment où on se parle, ce qui est anticipé, le coût, c'est environ 6 millions. Donc, par contre, il y a une subvention qui couvre environ 60%, qui représenterait à peu près un retour là, de subvention de 3 500 000.
Donc, il y a environ un 2 500 000 à donner, là, qu'il va falloir que la ville assume de toute façon. Donc, c'est des choses qui sont à prévoir là, dans les budgets qui vont s'en venir. Donc, c'est le coût qui est anticipé. C'est sûr qu'il va y avoir des règlements, il y a des règlements d'emprunt qui vont s'estomper d'ici ce temps-là, que ça va être fait parce qu'on a 2 règlements d'emprunt qui couvraient des travaux d'asphalte qui avaient été faits là, il y a à peu près une douzaine, 12-13 ans. Et puis il reste environ 2 ans, puis c'était au coût d'à peu près de 2,5 millions, on paye déjà pour ça. Donc quand ça va être réglé, mais ce programme-là, cet investissement-là risque d'embarquer, donc ça va devenir un peu en réalité un impact là, pratiquement coup nul au niveau de l'impact sur les gains pour le budget. Donc, l'autre grande priorité, c'est l'usine d'eau potable. Donc, c'est sûr qu'on est en train de faire déterminer si on doit y aller vers une mise aux normes. On vous en a parlé. On a fait des études au niveau de l'infrastructure de l'usine d'eau potable avec l'entreprise Stantec. Et il y avait d'autres études qui ont été faites là, sur l'étiologie, sur la prise d'eau qui ont été faites également. Donc, on est en train de regarder l'ensemble du dossier pour voir si on doit y aller vers une mise aux normes. Ça nous prend-tu une usine neuve? Est-ce qu'on doit regarder pour s'approvisionner avec Saint-Anne-de-Beaupré? Comment ça va fonctionner? Donc, il y a encore des... le dossier va suivre son cours, ça va continuer à évoluer de ce côté-là. Au niveau du garage municipal, ben c'est sûr que le garage, on a déposé une demande là, au niveau du PRACIM pour le garage municipal. Et le coût anticipé, c'est environ, puis là, c'est un garage, je dirais, qui est à la hauteur de nos moyens, puis c'est pas quelque chose qui est comme on peut retrouver dans d'autres grandes villes, là, mais c'est quand même un coût de 10 600 000 qui est anticipé au moment où on se parle là, pour le garage municipal. Donc, on sait qu'on est couvert par le PRACIM, c'est environ 60% de subventions qu'on va avoir, donc pour un maximum admissible de 6,5 millions. Donc, en réalité, il y aura un 3,9 millions là, qui est possible là, à mettre sur le budget et l'installation de dômes également. Donc, présentement, le garage que nous avons, il est désuet, il est non fonctionnel, il est non opérationnel. Et c'est sûr que ça fait plus qu'une décennie, 2 décennies que ce garage-là aurait dû être fait, mais changé et ça n'a pas été fait. Donc, c'est sûr que nous sommes en train de regarder, puis la demande a été faite. Donc, est-ce qu'on va être admissible? Est-ce qu'on va être accepté ou pas? On ne le sait pas. On va évaluer, puis on va le regarder. Par contre, j'en parle parce que c'est important, parce que le PRACIM, une fois qu'on s'est inscrit, puis on a la subvention, on ne peut pas inscrire d'autres bâtiments dans le PRACIM. On a le droit d'avoir une première subvention, puis après ça, mais il faut que les autres villes l'aient aussi. Donc, notre retour risque de revenir pour un prochain bâtiment dans 5 ans, ou dans 6 ans, ou dans 4 ans. On ne le sait pas. Mais là, on va attendre de voir si on est accepté pour ce programme-là. Donc, c'est ce que je voulais vous informer par rapport à ça. On a regardé d'autres options avant. C'est sûr que les tourbus d'Aymon, on avait fait l'évaluation 1 an avant qu'il soit à vendre. On avait été voir le propriétaire parce qu'on le savait. Il y avait Nicolas Audet là, qui était à l'époque inspecteur, qui était au courant, puis il nous avait informé de ça. Et donc, il y a des démarches qui avaient été faites pour aller voir, là, pour voir si ce garage était vraiment à vendre, puis c'était quoi les propriétés de ce terrain-là et les propriétés du bâtiment également. Puis je dirais, le bâtiment en tant que tel, il aurait répondu, lui, à nos besoins là, au niveau de la mécanique. Le problème se situe au niveau du terrain. Donc, vous voyez toutes les zones inondables, vous voyez toute la ligne rouge là, qui détermine les terrains au niveau de la zone inondable et tout ça. Et le garage municipal qu'on va installer, on a besoin de dômes pour installer les camions pour qu'ils soient à l'abri et un dôme également là, pour tout ce qui est sel. Et lorsqu'on est entouré d'un milieu inondable et où la cote d'élévation n'est pas assez élevée, on ne peut pas faire de remplissage. On a fait une recherche par rapport à ça, donc le service de l'urbanisme l'a regardé. Mais quand vous voyez là, tout ce qui est en rouge, là, on voit que c'est tout le milieu inondable et milieu humide, et vous avez la zone inondable qui est en arrière aussi en jaune. Là. Donc, on voit qu'il n'y a presque plus rien, il n'y a plus de place sur le terrain pour pouvoir faire davantage de choses sur ce terrain-là. Donc, on a dû écarter cette possibilité-là. Et lorsqu'il y a des milieux humides ou des zones inondables, il faut être à tant de mètres du milieu là, pour mettre un bâtiment. Donc, il y a des zones de dégagement qu'il faut respecter. Donc, je vous fais grâce des zones.
L'autre garage qu'on a regardé, c'est Desharnais Transmission. On est allé à 2 reprises. La première fois, il était à vendre, mais il n'était pas trop sûr. Puis la deuxième fois, il était à vendre également. Mais là, encore là, le terrain, la superficie du terrain ne répondait pas à nos besoins et à nos demandes au niveau de la ville. Et le coût qui était demandé était quand même en dehors de, je dirais, de notre capacité de pouvoir acheter, là. Le coffrage de la côte, on est allé voir également, mais il y a une porte de garage, donc lui, il ne répondait pas à nos besoins en termes de bâtiment. Sauf que le terrain aussi, là, il manquait d'espace au niveau du terrain. Et le dernier qu'on est allé voir dernièrement, c'est l'entreprise Turmel. On s'est dit peut-être que ce garage-là pourrait devenir disponible, mais il appartient à une autre entreprise, là, que les propriétaires, c'est pas Turmel qui est propriétaire, donc le garage n'est pas à vendre. Puis il ne faut pas oublier, puis on l'a dit à quelques reprises, mais des fois, il y a des choses, on en dit beaucoup d'informations, des fois, il y a des choses qui nous échappent. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on achète un bâtiment qui est usagé, il n'y a aucune subvention qui vient avec ça. Donc, il faut payer au comptant, là, il faut faire un règlement d'emprunt. Si un bâtiment est à vendre 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, bien, c'est sûr que ce bâtiment-là, il n'y a aucune subvention qui est disponible là-dedans par rapport à un bâtiment qui est usagé. L'installation des dômes ou un agrandissement, il y aurait pu avoir des subventions pour cette partie-là. Mais dans quelques cas, là, vous voyez qu'il y avait des travaux à faire où le terrain était inadéquat. Donc, on a regardé, on n'a pas écarté aucun scénario, aucune hypothèse là, par rapport au garage municipal. Donc, c'est la raison pour laquelle on a terminé à pouvoir faire une demande là, pour la construction. Puis le terrain, ben, on est toujours en évaluation du terrain là où on va l'installer. Au niveau des grandes priorités, il y a aussi l'assainissement des eaux usées. Donc là, vous savez que le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement nous surveille, on est à la loupe. Ça fait au moins 15-20 ans que la ville de Château-Richer est sous haute surveillance, je dirais, par rapport au ministère. On vous en a parlé l'année passée, qu'on a eu des rencontres avec le ministère de l'Environnement. On a pris des engagements qu'on allait agir et intervenir dans ce dossier-là pour aider ou en tout cas à répondre aux besoins là, du traitement des eaux usées. On a des secteurs comme le secteur S à partir de la rue Couillard jusqu'à la rue Paré, puis on descend la rue Paré vers le boulevard Saint-Anne. Le boulevard Saint-Anne, on revient. Il n'y a pas de conduit d'aqueduc dans ce secteur-là. Ce sont des champs d'épuration, des fosses septiques, puis il y a des gens qui se déversent là, dans les fossés et dans les rivières. Donc, c'est ceux qui font intervenir, on n'a pas le choix. Par concours de circonstances, après qu'on ait parlé avec le ministère, il est arrivé le programme PUI, on a déposé une demande pour pouvoir connecter ces gens-là dans ce secteur-là, entre autres, et du côté ouest, il y a à peu près 14 maisons également qui ne sont pas connectées. Donc, on a fait la démarche, on a fait de la demande, puis on devrait avoir des retours de ça là, d'ici fin janvier environ. Et ce qui se pointe à l'horizon, ben, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir l'installation de fosses septiques. On ne sait pas si on est capable d'avoir des fosses communes pour avoir un secteur de filtration. Donc, on est en train de regarder les différentes alternatives, mais on attend de voir un peu le programme. Le programme, quand on a appuyé dessus, il n'était pas détaillé, donc on n'avait pas tous les critères là, pour savoir quelles sont les couvertures, puis quels sont les critères d'admissibilité, tout ça, comment ça va fonctionner. Donc, on avait l'intention de rencontrer les gens des secteurs pour leur donner l'information, mais comme on n'avait pas vraiment d'informations détaillées, on n'a pas pu le faire, mais c'est des choses qui vont être à venir et qui vont être à faire là, dans les semaines là, dans les mois qui vont suivre. Là, dès qu'on va avoir de l'information, on va rencontrer les gens de ces secteurs-là pour les informer. Il y a aussi le secteur là, du domaine champêtre également, là, où il y avait des interventions majeures à faire là-dedans aussi. Donc, tout l'ensemble du réseau a été évalué là, par les ingénieurs et on a divisé la ville en 5 secteurs. Bon, il va selon les secteurs prioritaires là, avec le support là, des ingénieurs dans ce dossier-là. Donc, les travaux vont être faits de façon prioritaire, puis ils vont être faits de façon, je dirais, sectaire, là, en fonction des priorités du secteur. L'autre projet qui s'en vient, qui est en cours présentement, puis qui est à l'étude, là, c'est les 3 couvents. Donc, devient une solution qui est cohérente pour nous autres au niveau de la ville. Donc, c'est un bâtiment qui est existant, qui est déjà ancré dans la communauté et est adaptable aux besoins administratifs municipaux. Maintien de vocation culturelle en même temps. Donc, ça va être un bâtiment qui va être multifonctionnel.
On vous a présenté le 25 novembre dernier ce dossier-là pour vous dire où on en était rendu dans nos réflexions. On voulait partager l'information avec les citoyens, c'est ce qu'on a fait. On a eu des retours des citoyens aussi également qui étaient présents. On a eu des rencontres par la suite avec d'autres citoyens dans ce dossier-là pour écouter puis prendre en considération les réflexions et les commentaires des gens. Donc, on a fait le tour. Donc, c'est un dossier, je pense, qu'on doit préserver au niveau du patrimoine également. Puis c'est un bâtiment, je pense que beaucoup de citoyens y tiennent, puis ils ne veulent pas qu'on répète les mêmes histoires qui étaient arrivées à l'époque avec le moulin Le Petit Pré. Donc, il y a une recherche de subventions qui sont disponibles au niveau du patrimoine et institutionnel. On a déjà des demandes qui ont été faites au niveau patrimonial pour l'extérieur du bâtiment. On l'a fait en septembre dernier, donc on ne sait pas si on va être accepté, mais si on est accepté, puis si on prend possession du bâtiment, parce qu'on n'a pas pris encore la décision terminée, on n'a pas terminé, puis on n'a pas pris la décision encore là-dessus, mais si on est accepté, puis on l'achète, puis on le prend, bien à ce moment-là, les subventions, on a déjà commencé à faire des demandes par rapport à ça. Donc, il y a l'optimisation aussi financière là, versus la construction neuve. Donc, en réalité, le bâtiment nous coûterait au coûtant moins cher que de bâtir un bâtiment neuf. Donc, de bâtir un bâtiment neuf, ça peut représenter X millions. Là, tout à l'heure, on vous expliquait avec le garage municipal qu'il y avait un maximum de 6,5 millions pour un bâtiment. Donc, 60% de ça. Le reste était aux frais je dirais, des citoyens de la ville. Et le bâtiment, là, les trois couvents, le coût que ça a en réalité, c'est inférieur à la part mettons, on bâtirait un hôtel de Villeneuve à 3,5 millions. Mais déjà là, la part de la ville serait supérieure à ce que ça va coûter pour ce bâtiment-là, qui répond en tout point là, à nos besoins et qui nous permettrait d'aller chercher 1000 pieds carrés de plus là, de superficie là, pour nos besoins au niveau de la ville. L'autre dossier qu'on a aussi, c'est les services d'incendie. Donc, vous savez que notre bâtiment, c'est un garage qui a été aménagé pour en faire une caserne il y a je ne sais pas combien de décennies. C'est un des autres bâtiments, lorsqu'on est arrivé, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et on savait qu'il y avait quelque chose à faire, mais à quel point, je pourrais vous dire que j'en étais pas conscient jusqu'à temps qu'on fasse la négociation là, avec les pompiers. Puis on a parlé vraiment des besoins qu'il y avait au niveau de la sécurité des gens. Et je peux vous dire que ça n'a pas tombé entre deux chaises parce qu'on était très sensibilisés par rapport à la situation. Donc, c'est sûr que la caserne présentement, puis le garage qui est en place, c'est un garage où on ne peut pas faire d'aménagement là-dedans. Et la superficie qu'on a de besoin, même si on aménagerait le rez-de-chaussée en utilisant une porte comme certaines personnes nous ont suggéré, ça ne répond pas aux besoins parce qu'on a besoin de plus d'espace que ça. Donc, en réalité, là, il y a une évaluation qui a été faite par rapport à ça. On a présenté les plans le 25 novembre pour expliquer aux gens un peu l'importance de ça. C'est deux dossiers qui sont distincts avec les trois couverts, mais qui sont aussi interreliés l'un par rapport à l'autre. Donc, je dirais que c'est l'occasion qui s'offre à nous là, aujourd'hui. C'est pas un rêve, puis c'est pas non plus quelque chose qu'on souhaite faire, mais c'est une réalité concrète dans laquelle on doit intervenir. Donc, on doit protéger la santé de nos pompiers et on doit se conformer aussi aux normes de santé, sécurité et incendie. Nous devons adapter aussi nos espaces municipaux, comme vous le savez, puis on en a parlé tout à l'heure. Donc, la question n'est pas s'il faut agir, mais en même temps, c'est comment il faut agir, puis de la façon la plus intelligente possible, durable et bénéfique pour l'ensemble des citoyens. Donc, ce projet-là, en réalité, c'est un projet qui fait en sorte que à moyen et long terme, les coûts vont être moins élevés pour la population, puis ils vont être moins élevés pour les charges de la ville. Puis c'est un investissement qu'on fait aussi à ce niveau-là. Il y a une coupure dans la presse qui est sortie dernièrement on voulait vous partager. Moi, j'en ai pris connaissance samedi en fin de semaine au niveau des coûts des bâtiments là, municipaux, ça explose. Si on vous en parle, que les coûts, ça explose, puis des fois, on se dit « tabarnouche, ça n'a pas d'allure, puis ça n'a pas de bon sens », mais c'est une réalité qui est provinciale, puis toutes les municipalités le vivent, pas juste à Château-Richer, là. Donc, 3 causes des hausses de prix. Selon l'étude dévoilée vendredi, le coût d'une piscine municipale, exemple, a bondi de 123 % en 10 ans. Celui d'une caserne de pompiers de 120 % en 10 ans. Donc, et le prix d'un kilomètre de route, c'est de 65 % les coûts ont explosé. Donc, tant les projets civils, trottoirs, routes, égouts,
que ceux d'infrastructures, casernes de pompiers, piscines, chalets, de parcs subissent de telles augmentations, indique le document préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a ausculté des projets types réalisés dans les 10 dernières années dans les municipalités du Québec. Donc, 3 principales causes sont établies. Donc, la hausse généralisée des prix pour la construction, l'amélioration et la qualité des infrastructures, puis il y a aussi toute la réglementation qui est un ajout. Donc, la réglementation puis les normes, là, c'est de plus en plus resserré. Il y a de plus en plus d'exigences, puis ça coûte de plus en plus cher également à cause de tout ça aussi en même temps. Donc, vous avez là le cadran là, qui indique là, l'explosion des coûts. On voit que il y a 10 ans, une caserne, ça coûtait environ 5 millions, mais là maintenant, c'est rendu à presque 10 et 11 millions de casernes là, qui est complète. Puis une caserne, c'est pas parce qu'on est à Château-Richer et on se dit que ça prend une caserne avec une telle grandeur, mais un camion qui mesure 40 pieds ou 35 pieds de long, bien, que tu sois une municipalité avec 2000 personnes ou avec une municipalité qui a 10 000 personnes, le camion, il a la même longueur et ça prend le même espace. Sauf que la capacité ou la possibilité de liquidité au niveau du budget, il n'est pas le même. Mais l'espace est là quand même et elle est nécessaire. Puis ici, on a besoin de 3 portes pour mettre nos 2 camions de pompiers plus le cube et une porte de décontamination. Donc, on ne pouvait pas utiliser des portes pour pouvoir aménager, là, pour pouvoir faire une caserne. Il fallait vraiment aller empiéter là, avec le bâtiment qui est à côté. On a expliqué ça le 25, là, mais on le répète quand même parce que c'est important. Là, puis on est télédiffusé aussi en même temps. Ça va permettre aux citoyens d'avoir l'information. Donc, au niveau du récapitulatif, on voit que le renouvellement et maintien des infrastructures, c'est important. On offre des services attrayants pour nos citoyens et citoyennes. Il faut, la fiscalité, est compétitive pour soutenir le développement économique. On doit atténuer aussi l'impact des décisions sur le fardeau fiscal des citoyens et des citoyennes. Augmentation aussi rapide du coût de certains services. Donc, il faut toujours prendre ça en considération. C'est des choses qu'on a conciliées. Maintenir un niveau d'endettement qui est raisonnable. Donc, vous allez voir que, comme on l'a dit, la dette a diminué. Le taux de taxation a diminué également. Mais on fait attention aussi en même temps pour avoir un équilibre et de regarder avec la capacité de la ville de payer. L'attitude proactive face à la situation financière de la municipalité, puis la transparence, c'est sûr, sur la gestion des finances publiques à long terme face aux citoyens et citoyennes est importante. Puis toujours la capacité de réaliser le plan d'intervention, le plan triennal d'immobilisation. Le plan triennal d'immobilisation, on va vous le présenter tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, mais en même temps, c'est la réalité. C'est ça les besoins de la ville, puis on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus puis se mettre la tête dans le sable, je dirais comme des autruches. Là. Il faut se dire les vraies affaires, puis il faut faire face à la situation et aux besoins que nous avons comme ville. Donc, au niveau de la gestion des investissements puis les modes de financement, les gens ils disent, ben c'est quoi les modes de financement qu'on a? On a déjà répondu à ça, mais on l'a remis quand même la page qui explique, c'est sûr qu'on doit y aller avec le fonctionnement des dettes. Des dettes à long terme, on n'a pas le choix. Le fonds de roulement. On avait un fonds de roulement il y a 4 ans qui était quand même assez utilisé. Là, présentement, il se libère de plus en plus, donc ça nous fait une marge de manœuvre, ça nous permet aussi de parer à des situations que le règlement là, nous permet, en fonction du règlement, qu'il nous a permis de l'utiliser. Les réserves financières, donc on a présentement un surplus, des sous qu'on a commencé à ramasser depuis 2-3 ans, donc on a un surplus qu'on joue avec un peu. Fait que pour nous, ça emmène un certain coussin et une certaine sécurité financière aussi à moyen et long terme là, dans la gestion de la ville. Donc, les excédents affectés ou non affectés, ça, on n'est pas rendu là encore. On n'a pas utilisé ce mode de fonctionnement-là parce qu'on n'a pas assez de surplus financier pour être capable de dire, bon, on va prendre de l'argent pour mettre de côté pour, exemple, acheter des camions, réparer les bâtiments ou, je ne sais pas moi, pour changer l'usine d'eau potable. On n'a pas assez de sous pour être capable de dire, on va en mettre de côté à ce niveau-là. On en a, on commence à en avoir, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, je dirais. Au niveau du paiement au comptant, donc c'est une possibilité de financement, puis il y a les subventions qui sont possibles aussi en même temps. Nous ici, là, à Château-Richer, on n'a pas de police de ville, on n'a pas de parcomètre, on n'a pas d'endroit où les gens vont payer pour un stationnement. Il n'y en a pas d'autres types de sources de revenus, puis il n'y en a pas d'autres potentiels non plus. On peut tenter d'en faire, on peut tenter d'en avoir, mais il faudrait avoir des plans qui nous démontrent que c'est rentable et comment ça pourrait être fait.
Donc, c'est de faire attention à ça, mais il n'y en a pas d'autres types de modes de financement. Maintenant, au niveau du budget, quand on arrive au niveau des cotes-parts de la MRC, on voit que notre RFU, c'est notre richesse foncière uniformisée, de 2023 était à 609 000, puis aujourd'hui, la richesse foncière est à 834 822. Puis on voit qu'en 23, la cote-part avec la MRC est à environ à 387 719. Et maintenant, nous sommes rendus à 405 000. Donc, en 2025, ça avait baissé un peu. On vous l'avait annoncé, mais là, on voit que par rapport à 2025, là, notre RFU, on a eu le dernier rôle d'évaluation l'année passée. Donc, il y a eu une augmentation considérable de la valeur des propriétés, ce qui a fait en sorte que notre cote-part aussi s'est ajusté, puis il y a eu une augmentation de 6,56. Donc, on vous présente des cotes-parts, on vous présente les incompressibles. Donc, c'est important de l'avoir en tête que ces choses-là, on ne peut pas jouer là-dedans, on doit les payer, puis ça fait partie de notre réseau, de nos responsabilités. Donc, les cotes-parts générales, on a la MRC, la Côte de Beaupré, donc on voit qu'il y a eu une augmentation de 6,6%. Au niveau de la régie intermunicipale de l'Aréna, on était quand même quelques années où on n'a pas eu trop d'augmentation, on a même eu une baisse. Donc, mais là, cette année, on a une petite hausse de 2,76%. Au niveau de la RAE, ça, c'est la gestion des eaux usées, là, mais ça, c'est une des choses là, qui a eu une importance là, dans le budget. Là. Donc, on a une augmentation de 4,47%. La communauté métropolitaine du Québec, on a une augmentation de 3,33%. Au niveau du ministère des Finances et de la Sécurité publique, donc on parle de la Sûreté du Québec, on a une augmentation de 0,46%. Cette année, considérant que la RFU elle avait augmenté, puis la cote-part de la SQ est en fonction de ça, on s'attendait d'avoir un impact plus important, mais on ne l'a pas eu. Fait que l'année prochaine, il faut s'attendre à un impact important par rapport à ça, parce que notre RFU elle a augmenté quand même de façon considérable. Au niveau de l'OMH, il y a une stabilité, donc il n'y a pas eu d'augmentation. Plus mobile, donc on est à 4,16%, donc on a augmenté un peu. Mais là, plus mobile, le ministère, le gouvernement, la CMQ, ils ont revu le mode de financement. Donc, cette année, il y avait un manque à gagner de quelques 100 000 parce que ils nous ont avisé à la dernière minute, en octobre, novembre, qu'on n'aurait pas les subventions qu'on a en temps normal. Puis les subventions, on était rendu à des bons montants parce que le taux d'utilisation avait augmenté, puis la subvention était en lien avec le taux d'utilisation. Mais pour toutes sortes de raisons qu'on est en train d'évaluer avec la CM Québec, pourquoi on n'a pas les subventions, puis on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, on n'a pas eu une grosse impact parce qu'on l'a assumé à partir des fonds éoliens. Mais sinon, il aurait pu avoir un impact un peu plus important que ça. Je tiens à vous le dire parce que pour les années qui s'en viennent, ça risque d'avoir un impact. On est en discussion avec le ministère, mais on ne sait pas où on s'en va. Donc, il risque d'avoir des enjeux importants là-dessus l'année prochaine. Au niveau du réseau bibliothèque, on a une augmentation de 6,12%. Et au niveau de la contribution à l'épicerie cyclable, comme vous savez, on a une entente avec Développement Côte de Beaupré. Nous contribuons à la hauteur de 20 000 par année pour 10 ans. Donc, nous en sommes à notre 3e année de contribution. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, là, il y a un impact majeur là, au niveau de l'augmentation des coûts. Là, c'est faramineux, pour ne pas dire fararonique. Oui, les deux. Les deux. C'est ça n'a pas de bon sens, là, mais voyez en 2018, là, c'est 317 972. Aujourd'hui, en 2026, on est rendu à 792 802. Donc, c'est une augmentation juste par rapport à l'année passée de 23,48%, mais une augmentation depuis 2018 là, de 104%. Fait que quand on vous disait qu'on avait négocié en 2021, 2022, si je ne me trompe pas, le contrat, puis ça avait augmenté, là, vous voyez la différence entre 22 et 23, là, ça avait augmenté pratiquement de 200 000 $. Puis après ça, le coût de l'essence, les levées, la gestion là, de toutes les matières résiduelles, là, ça a fait en sorte qu'il y a une augmentation importante. J'attire votre attention sur le fait de l'importance de contribuer avec les sacs mauves au niveau de la biomédiatisation, parce que, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous en parler, ça a un coût important sur la gestion des matières par la suite quand on s'en va au niveau de l'incinérateur. Donc, on voit là que pour 2026, là, il y a une rétroaction à faire là, de 102 000 $. Puis on arrive avec un montant de 540 000 $. Mais si on tourne à l'autre page après, il y a les frais d'incinération et au niveau pour janvier-février qui sont de 38 880 $.
mais aussi l'incinération des ordures là, pour mars à décembre là, 2026 qui est à 200 000 fait que c'est pour ça qu'on arrive avec un montant, si je reviens à la page d'avant, là, on est à 792 792 807 Donc, on voit que présentement, la biométhanisation, pour les mêmes périodes, regardez les coûts qu'on a, comment ça peut être différent par rapport à l'incinérateur, les coûts de l'incinérateur. Donc, on voit que le coût pour la ville, quand on disait que si on gère bien, puis on voit qu'avec la biométhanisation, qu'on a des redevances, on va avoir des retours plus importants, bien, c'est ça. Là, on voit qu'il y a à peu près 10% des gens de Château-Richer qui utilisent la biométhanisation. C'est important de toutes vos matières organiques de les mettre dans le sac mauve, parce que la machine rendue à l'incinérateur a des tasses, puis elle les calcule, c'est calculé, puis ils vont au poids. Avec nous, à ce moment-là, les coûts pour la ville ils vont être plus bas. Donc, ça explique un peu aussi en partie la hausse qu'on voit présentement. Là. Toute cette évaluation bien faite sur environ 2000 tonnes estimées. Là. Donc, vous avez le coût là, des matières résiduelles qui ont un impact majeur sur notre budget cette année. Donc, nous sommes rendus pour l'Hydro-Québec. Donc, on voit que par rapport à 2021, là, il y a des augmentations importantes à chacune des années. Donc, entre 25 et 26, mais c'est une augmentation encore de 5 Donc, on voit que le coût annuel présentement là, est rendu à 194 725 Donc, par rapport à 2021, il y a 5 ans, c'est 50 000 60 000 de plus que ça nous coûte là, en termes de frais électriques. On a ajouté beaucoup de poteaux de lumière de rue aussi en même temps. Là. On en a ajouté quand même quelques-unes durant les années. Il y en avait qui étaient brisés, ils ont été réparés. C'est sûr, ça consomme un peu plus aussi. Mais il y a toujours l'augmentation annuelle qui arrive en même temps. Au niveau du service d'incendie, mais comme vous le voyez, en 2024, il y avait eu une augmentation importante, mais c'était pas une augmentation, parce qu'on avait investi sur le système respiratoire qu'on appelait le PRIA. Là. Donc, on est parti de 2023 à 2024 à 464 000. Ça avait coûté comme 150, 160 000 juste les appareils respiratoires parce qu'il fallait être uniformisé avec les autres pompiers de la Côte de Beaupré avec qui on travaille. Nos équipements étaient désuets, ils étaient passés date et il fallait intervenir. Là, ça avait comme plus de bon sens. Puis après ça, on voit qu'en 2025, on est revenu à un budget un peu plus équilibré par rapport à ça. Cette année, il y a eu encore une augmentation importante de 40 quelques mille. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à acheter des bunkers, on a commencé à acheter de l'équipement où les dates de péremption étaient arrivées. Donc, un équipement comme un bunker qui se protège nos pompiers du feu, bien, c'est à l'épreuve, c'est approuvé pour 10 ans. Donc, passé 10 ans, il faut les changer. Ça coûte quand même quelques milliers de dollars chaque appareil, puis ça en prend au moins 2 par pompier. Là, présentement, il va avec un neuf, et ceux qui l'avaient, qui est sur le bord d'être échu ou qui est échu, mais qui sont moins utilisés, on les a gardés quand même comme backup. Mais avec les années qui s'en viennent, on va s'assurer du remplacement de l'ensemble de l'équipement là, que ça soit conforme pour nos pompiers. Le camp de jour, donc c'est un effort collectif. Cette année, on a maintenu encore une fois le ratio 40-60. Donc le ratio, c'est un compromis là, qui favorise une répartition équitable et soutenable là, des coûts tout en maximisant l'accessibilité et l'impact collectif. Donc, il est juste un effort collectif où chaque partie assume une partie de sa responsabilité puis à la hauteur des capacités de tout le monde. Donc, cette année, nous allons faire affaire aussi avec l'entreprise CESO. On sait qu'il y a des gens qui en ont entendu parler. C'est une entreprise qui offre en réalité un service avec des activités à la semaine qui sont différentes. Donc, c'est des activités qui sont éducatives et qui sont structurées et organisées pour nos jeunes. Et en même temps, cette entreprise-là offre le service des employés. C'est eux autres qui gèrent les employés. Fait que ça ne sera plus la ville. Puis les jeunes qu'on avait au camp de jour qui travaillaient ici, mais c'est les mêmes jeunes qui vont être réembauchés. Ceux et celles qui vont vouloir retravailler, puis ceux qui quittent, les nouveaux qui arrivent, là, ça va être traité par cette entreprise-là. Et les gens vont pouvoir, en réalité, réserver leur place, puis ça va être géré à la semaine. Parce que des fois, il y a des gens qui réservaient pour le mois ou pour l'été. Et puis là, nous, ça fallait qu'on embauche, en réalité, en pré-inscription. Il fallait qu'on embauche un nombre de personnes. Mais il y a des fois, il y a des semaines où il manquait, il y avait 4-5 moniteurs qui étaient là, puis il n'y avait pas de jeunes qui étaient dans leur groupe, où il y avait des groupes très restreints. Fait que ça augmentait les coûts pour la ville en réalité.
Mais avec cette entreprise-là, on l'essaye pour cette année. On va voir comment que ça va évoluer. Mais on est très confiant là, que ça va améliorer, ça va diversifier, si on veut, les activités auprès des jeunes. Mais ça va aussi permettre une gestion plus saine là, au niveau des moniteurs qui vont être présents. Donc, eux, ils vont procéder à l'embauche, puis après ça, ils vont aussi s'occuper de la formation des jeunes, puis s'assurer de la sécurité des moniteurs aussi durant les 15 jours. Maintenant, nous sommes rendus au taux de taxation, donc sur une valeur moyenne, dont on revient toujours avec la maison qui était évaluée à 314 920. Fait qu'on voit que la taxe là, pour 2026, elle va être de 2,17 %. On sait dès le départ. Et les services, on voit que les services à eux autres seuls ont augmenté de 11,79 %. Donc, c'est une augmentation quand même qui est très importante. Mais on a réussi à équilibrer en faisant des choix dans le budget pour arriver à 2,17. Fait que l'impact sur votre compte de taxe va être de 2,17. Comment qu'on le voit, bien, la taxe générale pour une maison de 314 920 $, est de 1773 au moment où on se parle. Puis ça va demeurer la même chose en 2026. Donc, il n'y a pas d'augmentation à ce niveau-là. Au niveau de la taxe du fonds de roulement, comme on en a payé un peu plus, puis ça descend, comme je vous disais tout à l'heure, on voit que l'impact sur votre compte de dépenses, votre compte de taxes municipales va être moins élevé. Donc, on voit qu'il y a une baisse de 14,37 %. Après ça, le remboursement pour le déficit de 2017, c'est terminé. On n'a plus rien à rembourser par rapport à ça. Sûreté du Québec, on l'avait mis à part du budget, mais on l'a réintégré dedans, donc on ne le retrouve pas là. Donc, il est inclus dans le 1773. Et la dette à long terme, on voit que la dette à long terme, elle a augmenté un petit peu, donc de 1,43 %. Donc, on voit que le compte de taxe, une fois que on a fait le tour là, du fonds de roulement et de la dette à long terme, mais l'augmentation, là, c'est une baisse en réalité de 5,67 en réalité, il y a une différence, donc de moins 0,22 %. Après ça, quand on regarde au niveau des services, on voit qu'au niveau de la caduc, des taux, il y a eu une petite augmentation. Les égouts, donc il y a eu une petite baisse, mais au niveau de la gestion des ordures, on voit une augmentation de 23,30 % tout à l'heure. Et l'assainissement des eaux, tarifs fixes, là, on voit qu'il y a une augmentation. Donc, l'assainissement des eaux usées, on voit qu'il y a une augmentation. Donc, sur le compte de taxes avec les services et votre compte de taxes là, résiduel, on voit qu'il y a une augmentation réelle de 69,93 pour arriver au 2,17 %. Quand on regarde aqueduc, égouts, ordures, c'est des services. Ça, là, nous, là, on perçoit aux gens le montant que ça coûte, pas une scène de plus puis pas une scène de moins. Donc, on prend d'une main puis on leur donne de l'autre main. Donc, il n'y a aucun argent qui arrive dans les comptes de la ville. En réalité, on fait une gestion bancaire, mais on n'a pas de retour là-dessus sur ces paiements-là. C'est vraiment là, une rentrée et une sortie d'argent. Donc, on vit vraiment avec les taxes générales là, qui arrivent là, en haut. Au niveau de la taxe foncière, au niveau des revenus, on voit que la taxe foncière elle va être à 7 091 725. Les autres taxes sont taxes autres de base, on est à 1 732 520. Le paiement tenant lieu de taxe de 64 000. 69 000, excusez-moi. Services rendus, 264. Les impositions de droit. Les amendes et pénalités, on a les intérêts 60 000, les autres revenus, les subventions transférables. Donc, on en arrive avec un budget en réalité de revenus de 11 145 962. On s'en va après ça avec la pointe de tarte, la répartition, puis qu'on voit qu'au niveau des taxes, ça représente vraiment 79,2 %. Les paiements tenant lieu de taxes, on a 0,6. Les services rendus, 2,4. Imposition des droits, on en a 2,9. Les amendes, intérêts et autres, 2,1. Et le transfert et entente partagée, là, il y en a pour 12,9 % d'augmentation. Donc, ça représente, je veux dire, au niveau de la pointe. Donc, on arrive toujours avec le même budget de 11 145 962. Après ça, au niveau des charges, on a au niveau administratif, là, on a tout le détail qui arrive par rapport à ça. Un petit peu. Donc, on a ici là, le 188 447 au niveau du conseil municipal. Donc, c'est la rémunération des élus,
les formations qu'on a aussi en même temps, parce que là, cette année, en plus, c'est la première année du mandat, en réalité, et on a l'obligation d'aller une formation qui est encadrée présentement avec la FQM. Ça prend des procureurs accrédités qui donnent la formation présentement, donc c'est une approche légale, puis toutes nos inscriptions aussi sont là-dedans, pour la FQM, les congrès, tout ça. Après ça, application de la loi, on en a pour 1 000 $. Administration, l'administration, il y en a pour 964 046. Donc, c'est les salaires au niveau administratif, les assurances collectives et les frais de vérificateur qui sont là-dedans. Au niveau du greffe, 12 164. Donc, ça, c'est tous les avis publics qu'on appelle. On a les appels d'offres, les réserves financières, tout ce qui est élection municipale, ça rentre là-dedans. Après ça, l'évaluation, on en a pour 106 597. Donc, c'est l'évaluation de nos maisons là, au niveau foncier, là, où on a le rôle qui revient aux 3 ans. Et autres, il y en a pour 577 000. Donc, c'est tous les codes-parts, la CMQ, les assurances, les services juridiques là, qui rentrent là-dedans pour un total de 1 840 089. Au niveau des services publics, mais la police, la Sûreté du Québec, on l'a. La protection des incendies, on l'a également, donc 394 000, protection civile, 5 000. Et tout le contrôle animalier, là, c'est la SPCA. Donc, c'est le contrat qu'on a avec eux autres. On en a pour 1 115 540. Au niveau des loisirs, donc, au niveau des loisirs, au niveau général, 450 000. Il y a une augmentation par rapport à l'année passée. Il y a de quoi de particulier par rapport à ça? Non. Après ça, on a le centre des centres communautaires, on en a pour 101 000. La patinoire, 17. La piscine, ça a diminué un peu. L'année passée, on avait eu, au printemps, on avait eu une rénovation de peinture et d'époxy parce qu'il y avait des fissures dans la fondation de la piscine. Donc, il y avait eu des travaux majeurs d'une vingtaine de $1000 qu'on avait voté en séance du conseil. Mais cette année, on ne l'a pas. C'est pour ça que ça explique la baisse. Terrain de jeu, c'est sensiblement pareil, donc à 336 500. La bibliothèque municipale, il y a une petite hausse. Après ça, au niveau de l'activité récréative et autres, il y en a pour 55 418. Activités culturelles et autres, donc 16 000. Il y a une baisse à ce niveau-là. Donc, pour le budget pour les loisirs et la culture, 1 114 341. Au niveau des frais de finances, il y en a pour 520 245. Donc ça, c'est les frais d'intérêt. Donc, il n'y a pas de capital là-dedans. Et autres frais de financement, on en a pour 32 121 pour un total de 552 000. Donc, au total, il y a un équilibre qui est amené. Là. Donc, on est à 1 000 $ près, un petit peu plus élevé. Puis on voit au niveau de la dette à long terme, mais comme on a beaucoup de capital qui a été remboursé, ça fait en sorte qu'il y a un impact de moins grand là, au niveau des intérêts. Conciliation des fins fiscales, on en a pour 1 419 350. Donc, c'est les remboursements en capital là, pour la dette qui est là-dedans. Là. Après ça, au niveau des affectations, immeubles, équipements informatiques, équipements des services des incendies qu'on a ajoutés, les uniformes des pompiers, on vous en a parlé tout à l'heure, les outils pour le garage. Après ça, l'acquisition de terrain, l'usine de filtration, on en a pour 15 000. Réseau de distribution de l'eau, 5 000. Piscine municipale et la clôture, donc un 7 000 $. Réserve du fonds de roulement, donc 138 392. Donc, c'est le remboursement. On voit que ça diminue beaucoup par rapport à l'année passée. Puis le service au niveau réserve élection, bien, ça, on n'a pas le choix. C'est une loi qui est sortie il y a 4 ans environ, où on doit mettre de côté là, pour des élections un 10 000 $ par année. Donc, comme vous le savez, les élections, ça coûte environ 35 000 en tout et partout. Donc, il y a des possibilités qu'il y ait d'autres élections en cours d'année, parce que lorsqu'on fait des règlements d'emprunt, puis il n'y a pas de subventions qui sont associées au règlement d'emprunt, il y a une possibilité pour les citoyens de contester et d'aller faire une demande de vote. Donc, c'est 35 000 que ça coûte. Là, les jeunes posent souvent la question. Donc, c'est sûr que là, on va avoir un 10 000 de côté. Là, donc, on verra au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut faire avec ça s'il y avait des demandes de vote, qu'il y avait un vote qui devait être tenu.
Donc, au niveau des dépenses, on arrive à des dépenses de 11 145 462. Donc, dépenses et rentrées d'argent, ça devrait être équitable. On ne peut pas faire de déficit, on ne peut pas faire de surplus dans le dépôt du budget. Donc, administration générale, on voit que ça représente 16,5 % du budget. Au niveau de la sécurité publique, 10 %. Transport routier, 20 %. C'est un gros morceau. Au niveau d'hygiène du milieu, 16,8 %. Urbanisme, 5,3 %. Culture, loisirs et culture, 10 % du budget. Des fois, les gens ils pensent qu'on investit beaucoup au niveau de la culture, mais on voit que ça représente 10 %. Financement, frais de financement, 5 %. Puis autres activités financières, 15,9 %. Donc, on arrive avec notre budget de 11, quelques millions. Donc, ça fait le tour de la présentation du budget. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption. Donc, considérant qu'il y a lieu, selon la disposition contenue de la loi des cités et villes, en vertu de l'article 474, alinéa 1, d'adopter un budget équilibré durant la période du 15 novembre au 31 décembre de chaque année. Considérant que le conseil municipal a procédé à l'élaboration de son budget, qui prévoit un équilibre budgétaire au niveau des revenus et des dépenses, le tout réparti comme suit. Donc, on arrive qu'un total de 11 145 962, autant pour les revenus que pour les dépenses. Donc, en conséquence, je réponds à proposeur. Je propose. Donc, M. Éric Rémillard propose que le budget de l'année financière 2026 soit accepté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la présentation du plan d'intervention. Donc, je vais demander à M. Robert de nous lire un petit peu le texte de présentation, ou c'est à la fin? C'est complètement à la fin. C'est complètement à la fin, OK. Je vais passer la parole à Mme Oui, on va passer à travers le plan triennal d'immobilisation. C'est un peu petit, je m'excuse, je ne crois pas que je puisse agrandir à partir du PowerPoint, pas certaine. Soyez confiants, là demain, tous ces documents-là sont en ligne, donc aussi vous allez pouvoir les chercher. Là. Donc toi, tu peux zoomer. Moi, je ne suis pas capable là de le faire. Je vais vous le lire, mais je pense que les onglets, en tout cas, vous les voyez assez bien. Donc quand on parle de l'hygiène de milieu, on parle évidemment de l'usine d'eau potable. Comme ça a été soulevé tout à l'heure, on a un gros travail à faire pour... Les études ont été faites cette année en 2025, c'est-à-dire qu'il y avait caractérisation, étillage, toutes les études que, le MAMACH nous a demandées et qui étaient un prérequis pour pouvoir accéder au programme Primo, pour pouvoir accéder à l'usine d'eau potable. Donc maintenant, on tombe dans une phase plus concrète, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec une usine. Est-ce qu'il suffit de la mettre aux normes? Est-ce qu'on est capable de retravailler une mise aux normes? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les infrastructures qu'on doit réajuster puis recompléter? Et puis la pérennité d'investissement par rapport à une usine qui serait remise aux normes versus une usine d'eau potable neuve. Donc il y a la question de la capacité d'eau, etc., les limites. Donc ça, évidemment, il faut faire des études pour savoir quelle avenue on va prendre puis quel choix on va assumer pour l'usine d'eau potable. Donc ça, c'est ce qui nous attend cette année. Vous le savez, on en avait parlé aussi qu'il y avait la question d'approvisionnement d'eau d'appoint, éventuellement, pour les années à venir. Donc on ne parle pas dans 1 an ou dans 2 ans, mais en tout cas dans une projection quinquennale ou en tout cas sur 10 ans. C'est quelque chose qu'il faut absolument envisager. Donc dans les études, on va les inclure aussi, de voir un approvisionnement d'eau d'appoint et évidemment avec Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc il y a ces études comparatives technico-économiques et les options, donc on est à 100 000 $. Moi, je vous parle évidemment simplement pour l'année 2026. On ne parle pas des années subséquentes et vous voyez qu'on a amené jusqu'à un plan quinquennal et pas seulement triennal parce qu'il y a des éléments qui sont déjà placés beaucoup plus loin. Il y a ensuite toute la question des travaux de priorité impératifs à l'usine en attendant de voir ce qu'on va faire avec elle, soit une mise aux normes, soit une usine neuve de 250 000. Et puis l'étude pour l'approvisionnement d'appoint en eau, on est à 25 000. Ensuite, on a le travail sur le réducteur La Chance. Il y a toute la question de l'ingénierie pour la mise à niveau du réducteur de pression qui nous revient à 30 000. La réalisation des travaux est estimée à 200 000. Et ça, c'est évidemment toujours en lien avec des budgets et puis des possibilités de subvention. En particulier, ici, on parle du Primo.
Là, pour ce qui est des compteurs d'eau puis les installations, vous savez qu'on avait un règlement d'emprunt qui avait été obligatoire et qui a dû être contracté pour pouvoir assumer. Donc tous ces montants-là, que ce soit l'installation des compteurs d'eau à 221 840, sont déjà inclus dans le règlement d'emprunt. Les démarches volontaires pour le résidentiel, on calcule à peu près 4 000 $. Les ajouts de débitmètres sectoriels, on est à 55 000. Les études, après, qu'il faut retravailler, on est aussi à 25 000. Donc ici, pour ce qui est des compteurs d'eau, je le rappelle quand même que dans les travaux qu'on avait eus avec le Primo, on avait des taux majorés, puis qu'on a quand même récupéré à peu près 230 000 $ grâce au fait qu'on ait accepté le PGA, donc tout ce qui est gestion en eau potable, et aussi les compteurs d'eau, parce qu'on a été des bons élèves là-dedans, donc c'est quand même important de le rappeler. Pour ce qui est du réseau d'aqueduc, la campagne de recherche de fuite était un impératif aussi par le MAMACH, qui exprimait le fait qu'on avait à peu près 50% de fuite d'eau sur notre réseau d'aqueduc, ce qui d'ailleurs est, dénoncé par les études qu'on a faites, c'est-à-dire que ça fait la démonstration qu'on est loin du 50% de fuite. Donc ça, c'est déjà quand même assez rassurant dans ce qui est sorti par le biais du plan d'intervention, puis toutes les inspections qui ont été faites, etc. Donc on n'est pas du tout dans une perte de fuite de 50%. Et puis avec les installations des compteurs d'eau, on voit aussi où les pertes se faisaient, et puis que c'était en fait les grands consommateurs d'eau aussi là, qui utilisaient énormément d'eau. Donc ça, c'est rassurant pour nous, parce que pour après accéder au Primo pour tout ce qui est usine d'eau potable, c'était un des prérequis, puis de faire cette démonstration-là, c'était vraiment très important. Donc tout ce qui est ensuite ici, l'élaboration d'un plan de protection, on est à 35 000. Le PGA eau, pour toujours continuer dans la gestion de l'eau potable, on est à 9 000. Et télémétrie, on veut réinstaller télémétrie de réduction de la carrière qui nous coûtera 100 000 $. Pour ce qui est du réseau d'égouts, donc il y a toutes les études, et puis on en a parlé tout à l'heure parce que c'est une priorité, ça fait quand même un moment qu'on vous en parle, ça fait depuis que je suis là en tout cas, c'est sûr, parce qu'on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec le ministère de l'Environnement pour les maisons qui se déversent encore directement dans le fleuve, et qu'il est impératif qu'on trouve une solution. Donc on a avancé énormément là-dedans au niveau des études, et le programme qui va peut-être nous sortir de l'impasse, puis on a déposé, c'est le fameux programme PUI. Donc ces études de faisabilité pour les secteurs qui sont priorisés, où il y a le plus grand nombre de maisons, c'est dans le coin Auberge-Baker, puis tout ce qui descend, on est à 40 000. Les études de visite de terrain, parce qu'il faut aller voir sur chaque terrain individuellement, chaque maison a des configurations particulières. Vous savez que s'il faut y aller pour des options fosses septiques, il faut un 30 demi-pieds carrés minimum pour pouvoir installer des fosses septiques. Donc, dépendamment, oui, non, les caractéristiques de chaque maison individuellement va obliger de trouver des solutions. Donc, c'est ces études-là qui sont travaillées. Les ingénieries et travaux pour le prolongement du côté Valin et Petit Pré, on est à 150 000. L'ingénierie pour la zone 2, le Moine et puis la Verdière, on est à 50 000. L'élaboration des solutions pour les zones 3 et 4 qui sont donc dans le coin Auberge-Baker et puis tout le long de Royal, on est à 75 000. Prolongement de l'égout, secteur du domaine champêtre, 50 000. Et tout ce qui est accompagnement, ingénierie, on est à 25 000. Donc si on passe dans les infrastructures ici, les infrastructures, il y a tout le volet évidemment d'ingénierie et de travail sur l'ingénierie, on est à 20 000. Il y a le travail sur la rue de l'Église qui avait été arrêté à cause du mur de soutènement. Je pense qu'on en a longuement parlé, donc on comprend bien que ce tronçon-là, il reste à faire avec le fameux mur de soutènement. Donc toutes les études ont été complétées, les plans de vie préparés. On a déposé dans le seul programme qui était possible, qui est le PAVEL. Et puis, donc, on attend la réponse pour le début de l'année. On espérait l'avoir pour pouvoir vous l'annoncer là en décembre, mais ça prend plus de temps que prévu. Et puis, on doit vous dire qu'il n'y a pas seulement un travail de dépôt dans ce programme-là qui a été fait. Il y a eu un gros travail au niveau politique aussi, parce que ces programmes-là sélectionnent en fait des projets à travers la province.
Donc, il n'y a même pas la garantie qu'on soit dessus, mais c'est la seule possibilité, c'est la seule subvention qu'on pouvait aller chercher. Donc, il y a eu un gros travail de sensibilisation au niveau politique pour bien faire comprendre que c'était un enjeu de sécurité publique et que pour nous, c'était absolument essentiel là, d'assumer ou d'avoir cette subvention-là pour pouvoir refaire ce mur. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, on voit évidemment que les travaux devront être coordonnés avec le mur de soutènement, en coordination avec ce qui va se passer au-dessus sur la rue de l'église. Donc, on n'aura pas le choix de vraiment travailler en parallèle. Et puis, une fois qu'on a la confirmation pour le mur de soutènement, va falloir aller chercher tout de suite dans le primo parce que la rue de l'église va rentrer dans le primo. Donc pour coordonner le tout, il faut d'abord qu'on attende d'avoir la confirmation d'acceptation pour le mur de soutènement. Voilà. Il y a un gros travail à faire sur la rue Dick, remplacement partiel des égouts, donc on est à 179 200. Réhabilitation complète d'égouts domestiques sous la voie ferrée, 21 000. Je pense que ceux qui se promènent un petit peu en été voient bien que ça n'a pas vraiment de sens là pour la rue Dick. Et la réhabilitation de l'aqueduc, on est à 63 000. Rue La Plante, ben non, c'est pas pour 26. J'avais dit que j'y allais seulement pour 26. On a des tronçons, de réhabilitation ponctuelle pour à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 tronçons qui nous reviennent à peu près à $100 000. Et puis ensuite, on passe pour 26 pour les plans et devis de la rivière Besserère qui sont évalués à 35 000. La rivière Besserère, c'est un énorme morceau. On a vraiment fait un travail colossal d'études et de recherche en 2025. Le ministère de l'Environnement a été impliqué, MTQ a été impliqué, plusieurs groupes d'ingénierie ont été impliqués pour vraiment comprendre comment l'eau se comportait, d'où elle venait en amont, par quel endroit, comment. C'est extrêmement complexe parce que le goulot d'étranglement là, qui arrive après vers Royal, c'est d'une complexité infinie pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on ferme, on doit laisser ouvert pour le ministère de l'Environnement, etc. Donc ça a été un gros morceau de travaux. Et là, on est rendu avec les solutions qui sont là. On va travailler les plans et devis. Et tout ce qui est muré, puis rebétonnage, etc., tout ça a été vraiment évalué. Et donc, c'est des travaux qu'il va falloir prévoir en 2027. Pour continuer sur l'année 2026, quand on est dans la question de la voirie, il y a toujours la question du dragage du ruisseau Le François. Vous vous souvenez qu'avec les inondations, etc., il y a aussi des problématiques là quand il y a beaucoup d'arrivées d'eau pour éviter les inondations. Donc c'est un ruisseau qu'on regarde de très près. C'est un ruisseau qu'on regarde aussi au niveau de l'étude des ponceaux et puis du pont de l'avenue Royale. Il y a la question du surpresseur Coin Joli du Coteau pour 450 000 $. Les trottoirs, on les met toujours pour 20 000. La route Saint-Achille, on est à 30. L'asphaltage Royal, Domaine Champêtre et autres, on va injecter 28 000 $. Et tout le travail qui était sur le PIRL, donc ce gros programme-là, on le reporte pour les années subséquentes parce que de toute façon, il faut engager déjà 450 000 simplement pour des études, pour réévaluer les coûts. Et on n'est pas certain non plus d'être admis à ce moment-là dans le programme Pavel. Pour ce qui est des acquisitions, on a parlé de la flotte tout à l'heure. L'an dernier, on vous avait bien démontré la vestitude, le côté vétuste de notre flotte. Donc, on avait fait le choix d'amorcer le virage en 2024, laisser une année de répit 2025. Cette année, il faut qu'on reprenne. Donc, on a une benne. Et puis là, moi, je me rends compte que je ne tourne pas mes affaires là, en parlant. Je m'excuse. Je n'ai pas tourné les choses en même temps. Merci d'avoir regardé parce que ça suivait pas. Mais vous allez la voir donc demain sur le site internet. Donc il y a une benne asphalte chauffante au niveau de l'acquisition à 102 875. Le Hino à 342 726, une pépine John Deere à 255 000 et puis un loader à 425 000. Donc ça c'était à nommer. Au niveau de ce qui est bâtiments municipaux,
Donc, la caserne, on en a parlé, ça a été nommé tout à l'heure, et puis à la présentation du 25 novembre, on avait présenté les coûts préliminaires, donc on est à 937 000, en comprenant qu'on a accès pour ce volet-là au PRACIM. Ensuite, il y a les recherches pour un ascenseur au centre Olivier Le Tardy. Donc ça doit rentrer dans le PRIMA et d'autres subventions pour aller les chercher. Les rampes extérieures pour personnes handicapées, 30 000. Et puis, il y avait tous les travaux aussi pour le garage municipal, les fameux plans et devis. Les travaux, évidemment, vont s'échelonner sur les années à venir. On a parlé tout à l'heure des recherches qu'on avait faites au préalable pour voir et envisager d'autres solutions avant d'aller vers un garage neuf. Ça a été nommé, ça a été expliqué. Il y a encore une autre possibilité qui se profile dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas nommer actuellement. Donc si ça s'avérait possible, il est évident qu'on irait vers cette solution-là plutôt que d'investir dans du neuf. C'est évident qu'on va aller chercher. Et je voulais juste rajouter aussi sur le fait qu'il y a certains éléments qui nous coûtaient extrêmement cher parce qu'il y avait les fonds de commerce qui étaient vendus avec et puis les négociations s'arrêtaient aussi autour de ça. Donc ça, c'était important à nommer. Au niveau des 3 couvents, ça avait été nommé qu'on était à 1,2 million au niveau de tout ce qui était aménagement et que tout ce qui était coquille allait travailler sur des subventions et puis va être étalé sur les années à venir, donc en 2026, on ne l'a pas. On a remis pour Saint-Achillé, toiture, fenêtres, etc., un 25 000 pour travailler dessus. Au niveau des parcs, le Roland-Rancourt, on est à 60 000. Et puis, tout ce qui est divers, c'est-à-dire le renouvellement d'appareils informatiques, on est à 6 000 $. Et il y a à prévoir une fibre noire et des équipements parce qu'au niveau Vidéotron, là, c'est ce qu'on appelle en fait des connexions hybrides. Donc on nous dit que c'est de la fibre, mais ça rentre en coaxial. Donc on était vraiment en manque de travail là, pour pouvoir fonctionner de façon efficace. C'est un problème sur toute la côte de Beaupré. Et puis la MRC est en train de regarder à une solution régionale. Et en tout cas pour nous, pour trouver et essayer de trouver des solutions. Donc on a à peu près estimé un 21 000 là, si on peut intégrer. Donc ceci, ce qui vous est présenté là, c'est évidemment conditionnel aux subventions qu'on va pouvoir aller chercher. Et elle se situe dans les montants globaux entre 55 et 60% de subventions possibles pour ce qui a été nommé ici. Moi, ça fait le tour pour le plan triennal d'immobilisation. Merci. Monsieur Leroux, c'est le temps de lire nos petits textes. Oui. Donc, faisant partie de la présentation là, qui sera déposée demain sur le site de la Ville, donc la mission et la vision de la Ville. Donc, pour la mission, oser, valoriser, performer. La communauté, donc les citoyens, les élus et l'équipe municipale, se dotent comme mission de proposer des solutions innovantes avec audace et perspicacité, de valoriser les paysages, le patrimoine rural et culturel, le matériel comme l'immatériel, de s'affirmer comme véritable ville-centre de la Côte de Beaupré, par ses performances et par ses réalisations. Et la vision, Château-Richer est une ville attractive, réputée pour sa conception du développement intégral, un territoire offrant un terrain de jeu naturel varié et des richesses patrimoniales d'une grande densité, accessible et partagée par l'ensemble de la communauté, soucieuse de prévenir les effets des changements climatiques et d'assurer la pérennité du capital patrimoine nature. Merci beaucoup. Donc, ça complète la présentation. Ça complète et il faut adopter donc le plan triennal. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 473 de la loi sur Cité et Ville, le conseil municipal doit adopter le programme triennal d'immobilisation, donc le PTI, pour les 3 années financières subséquentes au plus tard le 31 décembre de chaque année. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose, monsieur le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'approuver le plan triennal des dépenses en immobilisation 2026, 2027 et 2028 pour la ville de Château-Richer. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, donc l'adoption du règlement numéro 644-25 imposant les taxes et exigences des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2026. Donc, considérant qu'il y a lieu pour la Ville d'imposer ou d'exiger et de prélever les taxes et compensations nécessaires pour se procurer les revenus
pour rencontrer les dépenses prévues à son budget à l'année 2026, considérant qu'en vertu de l'article 244-29 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut fixer pour un exercice financier plusieurs taux à la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 8 décembre 2025 et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même rencontre, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture séance tenante, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 17 décembre 2025, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies de règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de séance, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 644-25 imposant les taxes et exigences des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2026. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 7, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire le bref rappel des modalités d'encadrement, comme on le fait maintenant de façon régulière. Ce rappel s'adresse autant aux personnes nouvelles qu'à celles plus familières avec nos séances. Il sera désormais effectué à chaque séance du Conseil, c'est pour ça qu'on le répète. La période de questions est régie par le règlement municipal 538-18, notamment par l'article 24. En voici les principales consignes qui sont à respecter. Toute personne souhaitant intervenir doit se présenter au pupitre, s'identifier avec son nom complet. Les questions doivent être formulées dans un langage respectueux, exempt de propos injurieux ou diffamatoires, et s'adresser au président de la séance. Un court préambule est permis, mais l'objectif demeure de poser une question en lien avec les affaires de la municipalité et non d'utiliser le pupitre à d'autres fins. Chaque intervention doit rester dans des limites raisonnables et il revient au président de la séance d'en encadrer la durée, voire d'y mettre fin si nécessaire. Ces règles s'appliquent également avec les ajustements requis aux interventions proposées et via le Zoom. Merci à tous de contribuer à un climat d'échange ordonné et respectueux. Merci, Mme Lavigne. Donc, je vais rappeler par contre que les questions qui peuvent être posées, c'est en fonction de l'ordre du jour, considérant que c'est une séance extraordinaire. Extraordinaire. Merci. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Bonsoir. La directrice. Bonsoir. Yves Gagnon. C'est au sujet du plan triennal. J'ai fait celui-là que j'ai récupéré sur le site de la ville. Là. Je ne sais pas s'il y a une grosse mise à jour, mais je ne crois pas. Quand on prend les 3 années qui s'en viennent, on fait des totals, c'est 43 millions d'investissements. C'est quand même majeur. Présentement, on a déjà aux alentours d'une dizaine de millions en dette. C'est qu'on risque de s'endetter encore pas mal. Puis si je fais une petite règle de 3, 5, là, je regarde mon compte de taxes. Pour 10 millions, je paye 600, fait que ça va me coûter à peu près 60 $ de plus par million d'endettement. Fait que, mettons qu'on dit qu'il y a des subventions qui rentrent là-dedans, là, puis il y a peut-être des choses qui ne se font pas, il y en a peut-être qui vont se rajouter. Mais si on ramène ça à des chiffres raisonnables, dans le meilleur des cas, je vais payer 1 200 $ de plus de taxes pour la dette. Dans le pire des cas, mettons qu'on n'aurait pas de subvention, j'ai fait un calcul, c'est 2 400 $ de plus de taxes juste pour cet élément-là dans 3 ans. Je me sens que c'est impressionnant. Là. Je ne sais pas si je fais un mauvais calcul. Là. C'est votre question? Non. C'est votre question? Oui, c'est ma question. Okay, c'est bon. Moi, je n'ai pas calculé comment ça faisait au complet, là, mais ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui ne seront pas nécessairement mis en place dans l'année qui s'en vient ou l'année prochaine. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai présenté tout à l'heure, les dossiers, c'est ceux-là qu'on a traités pour la ville de Château-Richer. Et c'est sûr, peu importe l'équipe qui va être en place, c'est ça les besoins pour la ville de Château-Richer. Fait que c'est sûr qu'on s'en va vers la mise en place de toutes ces choses-là. À quelle fréquence, à quelle vitesse ça va se faire? Il faut commencer par être accepté, être adopté. Puis une fois qu'on est accepté au niveau des subventions, là, à ce moment-là, on procède aux travaux. Puis là, ça embarque comme 1 an ou 1 an et demi après parce que tout le processus pour en arriver à faire les travaux, les travaux une fois terminés, réédition de compte, ça rentre plus loin.
Entre-temps, il y a des règlements d'emprunt qui se règlent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y en a pour 2,5 millions qui vont se régler là, d'ici un an ou deux. Donc, à ce moment-là, ça libère de la liquidité présentement que les gens payent déjà. Là, si on embarque d'autres choses, ça vient comme équilibrer, puis il n'y a pas nécessairement une augmentation sur votre compte de taxes, même si on a investi 2,5 millions dans le mur de soutènement. Un exemple, vous comprenez? Donc, après ça, il faut regarder puis évaluer puis voir au fur et à mesure c'est quoi vraiment l'impact que ça va avoir. On peut anticiper des choses, mais c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Il faut le regarder, puis il faut regarder tous les règlements d'emprunt qui vont se faire au fur et à mesure. Puis les règles fiscales au niveau municipal changent aussi en même temps. Ici, à un moment donné, il y a des choses qui sont à faire qu'on trouve qui est comme déraisonnable ou inapproprié à mettre en place parce que ça a un coût trop astronomique. Bien, c'est sûr qu'on n'ira pas vers ça. On a parlé tout à l'heure, on l'a dit dans la présentation, qu'on allait y aller de façon raisonnée et responsable dans les choix qu'on va faire puis qu'on va appliquer. Là. Mais il y a ça à faire. Fait nous, on aimait mieux mettre la table. Oui, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est ça la réalité. Puis on peut pas, on a 30 ans à récupérer. On ne récupérerait pas ça du jour au lendemain, mais il va falloir qu'on y pense. Il y a peut-être des choses là-dedans qui vont s'échelonner sur 10 ou 15 ans, mais ça va se faire. C'est sûr qu'il faut que ça se fasse, puis il faut que ça soit dit aux gens aussi en même temps. Puis après ça, les gens voient vers où on s'en va. Merci. Bon. Est-ce qu'on a quelqu'un en Zoom qui a des questions? Quelques personnes, oui. Samuel Roberge. Oui. Monsieur le maire, selon d'autres chefs de pompiers de la Côte-de-Beaupré, considère que l'espace des 5 portes de garage de l'Hôtel de Ville est bien suffisant pour faire une caserne de pompiers et qu'il n'est pas nécessaire d'empiéter sur l'espace bureau du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Sont-ils moins connaissants que vous sur les besoins des pompiers? Bon, ben, je ne répondrai pas à ça. Là. Je pense que c'est une question qui est quand même, je dirais un peu... il nous emmène de l'information qu'on ne peut pas valider au moment où on se parle, puis il porte un jugement en même temps, donc je ne répondrai pas à ça. On vient de perdre une question pour monsieur. Il y en a-tu d'autres en ligne? Caroline Poirier. Oui. Considérant l'âge avancé de ce vieux couvent patrimonial, les contraintes légales qui l'accompagnent et les coûts imprévisibles qu'il entraînera, comment le Conseil peut-il justifier cet achat sans exposer les citoyens à un risque financier important à long terme? Donc, comme je le disais tout à l'heure, les 3 couvents, on est en train de regarder et de continuer parce que les gens ont fait des recommandations, ils nous ont fait quand même des commentaires, puis il y a des choses qu'on va continuer à évaluer puis à regarder pour analyser, pour s'assurer que ce bâtiment-là est en bon état. Je n'irai pas plus loin dans ce bout de réponse-là parce qu'on n'en a pas reparlé avec l'équipe là, présentement autour de la table, mais c'est des choses que je relate que les gens ont demandé, donc c'est sûr qu'on va continuer. Présentement, l'acquisition du bâtiment, c'est 1 $ plus la marge de crédit qui est de 50 000 $. Les coûts anticipés pour l'intérieur, c'est 1 200 $. Ce que j'expliquais tout à l'heure. 1 200 000 $, excusez-moi. Donc, c'est des coûts qui sont inférieurs à une somme qu'on aurait à assumer, même si on avait un bâtiment qui est neuf. Ce bâtiment-là, il est là depuis je ne sais pas combien de décennies. Puis il va être là encore dans 200 ans. Donc, c'est un bâtiment qui est solide, puis qui va suivre le temps, qui fait partie de notre patrimoine. Et puis, c'est un bâtiment qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est un bâtiment qu'il faut qu'on regarde de très près pour voir si on poursuit dans l'acquisition du bâtiment ou pas. Et ces choses-là vont se faire dans les semaines qui s'en viennent. Il faut qu'on ait des discussions à avoir à l'interne. Les choses vont continuer, ça va évoluer, puis on verra vers où on s'en va avec ce choix-là. Mais pour l'instant, ça fait partie de nos intentions, mais on va pas à tout prix. Là. On va vérifier et on va évaluer les choses. On va laisser parler. Oui, excuse-moi. Ben, on va alterner un peu, oui. Il faut y aller. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le maire, Marie-France Biloc. Au niveau des loisirs, je vois qu'au niveau du centre communautaire, vous passez de 52 000 à 101 000. Oui. On a doublé en 2026. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi pour les centres communautaires? Attendez un petit peu, je vais vérifier, je ne sais pas tout par cœur. Centre communautaire. Donc, ce que j'ai comme information, c'est les salaires. Donc, on a 3 personnes qui travaillent là. Après ça, il y a l'entretien du bâtiment.
l'entretien, l'électricité, les programmes d'activité qui rentrent dans ce montant d'argent-là. Est-ce qu'il y a autre chose qui explique Non, là-dessus? c'est les programmes parce que c'est un in-out avec toutes les activités qui sont proposées là au niveau des différentes saisons. Donc c'est des in-out qui rentrent en même temps que les salaires, etc. Il faut payer les moniteurs, il faut payer les choses, mais les gens On a augmenté, comment dire, pour expliquer, c'est qu'on a beaucoup plus d'activités qu'on en avait avant. Donc bah oui, forcément, c'est in-out aussi qui rentre à ce niveau-là. Je sais c'est quoi Ben oui, un- forcément. c'est sûr, là. Au niveau, là, vous avez parlé de l'entreprise CESO. Oui. Nécessairement, ce que je comprends, c'est qu'il y a un coût. T'sais, oui, on a déjà un coût pour les moniteurs. Il va être donné à CESO. Mais il doit y avoir un coût supplémentaire pour CESO, pour la gestion et tout et tout. Non, eux autres, en réalité, ils prennent en main, si on veut, la charge là, financière là, de gérer, la charge de gérer là, le personnel, des embauchés et de rémunérer tout ça en même temps. Donc, l'argent qui va être reçu dans la portion du 60-40 que les parents payent, puis dans 60-40 que la ville paye, on prend ces sous-là, puis on va le donner à eux autres, mais c'est eux autres qui vont gérer le caseload, si on veut, le groupe de jeunes qui vont s'occuper du camp de jour. Avec tous les programmes là, éducatifs que j'ai parlé tout à l'heure, là, c'est eux autres qui vont s'occuper de ça. Fait que pour nous, la seule affaire qu'on a de moins, c'est qu'on n'a pas à gérer des jeunes. Fait qu'on n'a pas fait cet encadrement-là. Eux, ils ont le personnel au niveau de leur groupe là, pour superviser ces jeunes-là. Et ils ont un cadre puis un programme de formation pour former les jeunes aussi en même temps, autant au niveau de la sécurité, au niveau des approches qu'on fait avec des enfants ou des jeunes qui sont un petit peu plus difficiles, qui ont besoin de plus d'attention. Eux autres, ils ont toutes ces connaissances-là, puis ils ont toute cette formation-là. Donc, ils sont présents aussi en même temps au niveau des superviseurs de jeunes de camp de jour. Fait que là, vous êtes en train de me dire que le prix, normalement, devrait rester le même au niveau des inscriptions pour les enfants, pour les parents. Parce que là, il n'y aura pas de surplus, il n'y aura pas de... Ben, le prix, il va être un petit peu plus bas. Là, selon nous, ce qu'on a évalué, là, à 60-40 avec eux, c'est environ une douzaine de dollars que ça va coûter par semaine de moins aux parents pour le premier enfant. OK. Ouais. Et puis, si vous me permettez, c'est surtout ce qui est intéressant avec CESO et la raison pour laquelle le choix a été porté là, c'est surtout la programmation. Parce que comme ils travaillent avec différentes villes aussi, ils ont la possibilité de faire des rotations au niveau des activités. Donc, les parents peuvent choisir par semaine des activités pour leurs enfants. Et ce qu'on ne pouvait pas offrir nécessairement, même avec tous les efforts possibles. Donc ça, c'est vraiment une plus-value là, d'avoir toute la programmation qui vient offerte avec ce programme avec CESO aussi. Là. C'est ça qui a été évalué. Oui, je comprends. C'est parce que moi, je veux valider, parce qu'il faut s'entendre que inscrire ton enfant pour la saison, même s'il y a des semaines que tu les envoies pas, coûtait moins cher qu'il y aller par semaine. Fait que, si vous me dites que vous faites affaire avec une compagnie, puis maintenant, ça va être payé à la semaine, Exact. ça va coûter plus cher aux familles. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la réponse est, ce que vous dites, c'est pas ça. Là. Ça va coûter moins cher. Pour le premier enfant, je vous ai dit, c'est 12 $ de moins par semaine que ça va coûter. Puis les gens vont pouvoir s'inscrire à la semaine. Avant, ils réservaient tout l'été. Mais à la dernière minute, ils nous disaient, ben là, cette semaine, je viens pas. Fait que pour la ville, pour nous, ça avait un coût plus important parce qu'il fallait compenser, il fallait payer ces jeunes-là, même s'il y avait moins d'enfants au camp de jour. Ouais, Là, on va n'a plus ça. débourser pareil. Mais là, on ne le déboursera plus. Là, on le déboursera plus. On va payer, on va payer pour les gens vont payer, puis on va payer pour l'utilisation qui est faite en réalité. Parce qu'eux autres, ils ont un bassin de jeunes pour faire des remplacements, puis pour s'occuper puis encadrer les camps de jour. Donc, ils ont un bassin par rapport à ça. Fait qu'ils sont capables, une certaine semaine, ils en ont moins à Château-Richer, mais ils en ont plus ailleurs, mettons. Fait que là, ils vont prendre des jeunes, puis les jeunes vont travailler pareil. Puis pour eux autres, ils n'ont pas de perte, puis on n'aura pas cette perte-là. Il y a un jeu qui se fait qu'on ne peut pas faire, nous autres. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Oui, j'ai 2 questions de Samuel Roberge, mais là, c'est 2 maximum. Oui, c'est la deuxième. Samuel Roberge, les surplus dont vous parlez ne viennent-ils pas plutôt de la hausse des valeurs de propriété plutôt que de votre supposée bonne gestion? Les surplus de quoi qui parlent? Dans les non affectés, surplus, j'imagine, on a parlé accumulés. de surplus tout à l'heure. Hein. Je
comprends pas la question. Moi, êtes-vous capable de répondre, Mme Lavigne? Moi, je suis pas capable de répondre à ça. Non, je comprends. Et puis, il y a une logique qui est là, effectivement, puisqu'il y a eu un dépôt de rôle l'an dernier, donc la valeur des maisons a augmenté, donc forcément, on reçoit plus de taxes. C'est vrai. Mais par contre, le surplus accumulé ne s'explique pas seulement par ça, parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, le taux, si on n'avait pas apporté une baisse et si on n'avait pas eu une bonne saine gestion financière avec de l'argent qu'on avait déjà de côté, on n'aurait pas pu amortir. On était probablement autour de 12 ou je ne sais plus exactement combien on était l'an dernier, puis on a monté seulement à 5 et quelques. Donc il a fallu l'amortir déjà, ce bout-là. Alors, pas seulement, c'est vrai qu'il y a une augmentation à ce niveau-là, au niveau des revenus, mais en même temps, il y a tout un travail qui a été fait, par exemple, pour les règlements d'emprunt par rapport aux études, etc. Et tout ce travail-là nous a permis d'aller rattraper de l'argent et puis de ne pas avoir à l'investir à même nos budgets de roulement réguliers et de ne pas avoir à toucher nécessairement au fonds de roulement non plus. Donc oui, il y a une logique, mais la réponse est pas seulement. Merci. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Non, Ça va? pas d'autres personnes. Donc, ça met fin à la période de questions. Comme nous avons épuisé l'ordre du jour, donc j'aurais besoin d'un proposant à proposer pour lever la séance. Je propose. Donc, M. Éric Camillard propose que la séance du conseil municipal soit terminée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Bonne soirée.